Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour pour une nouvelle heure, une nouvelle semaine de débats enflammés autour de... Enfin, enflammés, j'en sais rien d'ailleurs. Autour de l'actualité économique, actualité politique, actualité... Alors là, ça va être macro-financière d'ailleurs, pas mal. On va démarrer avec ça. Oh non, peut-être qu'on va démarrer avec Elon Musk d'ailleurs, on verra. Oui, peut-être avec Elon Musk, ça, c'est un point de vue de Philippe Mudry qui m'a bien intéressé. Donc macrofinance et puis les sujets qui nous occupent, de toute façon depuis maintenant un bon moment autour de l'énergie, autour de l'Allemagne et la Chine, nous et la Chine, l'énergie et la Chine. Bref, il y a de quoi faire, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, François-Xavier Oliveau. Salut François-Xavier, directeur associé Initiative et Finance. Wilfried Galland, salut Wilfried, stratégiste Montpensier Finance. Clément Henrat, salut Clément, prof d'éco. À la Sorbonne et à Sciences Po. Oui, tiens, démarre parce que j'ai... Alors d'abord, ça me permettra de rendre hommage à Philippe Mudry, fondateur de l'AGFI, qui m'a appris énormément de choses. Avant Wilfried Galland, en fait, c'est Philippe Mudry qui m'a appris énormément de choses. Fonctionnement des marchés, de la bourse, tout ça. C'est une lignée dans laquelle je m'inscris bien volontiers. On peut, je suis flatté. Voilà. Il écrit assez régulièrement dans l'opinion. Et là, il a écrit... Elon Musk, risque systémique. Alors, je vous donne l'explication. Il dit donc, pour un homme aussi rompu à la communication, doté d'une telle aura et d'une telle puissance, manipuler les marchés directement ou indirectement sera un jeu d'enfant, écrit-il, d'autant qu'il estime qu'il va y avoir une sorte de conflit d'intérêts permanent et un petit peu imprévisible entre la conjonction donc d'un ego qu'on sait ce qu'il est, de la 6e capitalisation boursière mondiale, en l'occurrence Tesla, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais enfin voilà, ça ne doit pas être très très loin, et du réseau social le plus influent sur les classes dirigeantes. Alors peut-être pas sur les marchés, c'est Bloomberg qui reste aujourd'hui En réseau social, Twitter est très influent. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, en outil financier, évidemment, Bloomberg est inarrêtable, mais... T'en penses quoi, Wilfried ? C'est intéressant. Ah, bon, on parle à des gens qui connaissent l'ensemble de ces matières. Je n'ai pas besoin de vous refaire le sketch sur le rachat de Twitter, etc. Peut-être quand même un petit rappel, même si je crois que vous l'avez tous en tête, la façon dont, je crois, à un moment, il a été obligé de quitter la présidence de Tesla, oui, tout à fait, par le régulateur boursier américain, parce qu'il commençait à faire n'importe quoi en termes de délit d'initié. En particulier, en particulier, ce qu'il écrivait sur Twitter. Voilà, c'était le moment où il avait dit que pourquoi ne pas racheter Tesla en bourse. Ah oui, c'est ça, il voulait sortir Tesla de la cote. Il a dit, et le financement est garanti. Ouais. Et la sortie financement garanti. Et là, effectivement, ça a fait bouger énormément sur des volumes qui étaient très importants et une capitalisation qui était déjà très importante. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Twitter. Et puis, évidemment qu'il ne le sera pas puisqu'il va le retirer de la cote. Et on ne peut déjà plus acheter, pour les gens qui sont intéressés, c'est fini, vous ne pouvez plus acheter des actions Twitter, la bourse de New York. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai risque de manipulation de marché. Il y a un vrai risque de manipulation de marché. Et je ne suis pas sûr que les autorités qui sont en charge de piloter et d'encadrer les pratiques de marché soient équipées pour gérer ce genre de choses. On l'a vu, alors on le voyait régulièrement avec les tweets d'Elon Musk sur les crypto-monnaies. Enfin, c'était phénoménal. L'impact sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs de n'importe quelle communication d'Elon Musk et de son peuple de suiveurs, quasiment des adorateurs d'Elon Musk. Ça s'est un peu calmé, ça. Il y a eu notamment toute cette histoire avec le fameux Dogecoin. Ouais. Alors, ça s'est calmé, mais néanmoins, ça reste... Alors, ça s'est calmé parce qu'il a eu à gérer quelques petits soucis à la fois de production et de conseil d'administration au sein de Tesla, parce que justement, il y avait quand même il y a toujours de véritables problèmes de gouvernance. Et je pense qu'un des sujets fondamentaux qui entoure en permanence Elon Musk, c'est le sujet de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il est tellement entouré d'une cour qui est totalement des adorateurs d'Elon Musk, et on l'a vu lorsque certaines personnes ont publié les échanges de SMS entre lui et un certain nombre de personnes, soit des gérants de fonds, soit des gens de Twitter, au moment justement du rachat de Twitter. Et on voyait que finalement,
il était absolument sans frein. Il n'y avait personne autour de lui pour lui dire, mais alors ça, c'est pas possible, ça, voilà, là, est-ce que tu es en train de t'engager réellement et à quel niveau ? Et en fait, le sujet de gouvernance est un sujet qui est absolument fondamental dans tout ce que touche Elon Musk, surtout lorsque la puissance, et là maintenant on touche à une puissance médiatique très forte. Avant, c'était une puissance industrielle, et il utilisait les médias comme il savait très bien le faire. Là, il a lui-même un média. Donc il va falloir savoir comment est-ce qu'il va l'utiliser et comment est-ce que l'encadrement va se faire. Moi, sur les pratiques de marché, j'avoue que je suis un petit peu inquiet parce que... alors déjà, à l'instant, il a dit les nouvelles certifications ne rentreront en vigueur qu'après les midterms pour éviter quand même l'accusation majeure d'être accusé de manipuler les élections. Ouais, rentrons pas dans cette histoire de certification, parce que je crois que c'est très compliqué pour ceux qui ne connaissent pas Twitter. Mais donc, il y a un certain nombre de plans qu'il voulait faire tout de suite maintenant, et d'ailleurs il avait fait, visiblement travaillé 24 heures sur 24 ses équipes pour que ce soit en place là maintenant, aujourd'hui lundi. Il a dit on va attendre la fin des élections pour justement ne pas être accusé parce qu'il aurait changé Twitter, soyons simples là-dessus, parce qu'il aurait changé Twitter, il aurait changé les mécanismes de Twitter, et ceux qui apparaîtraient comme étant des personnes de confiance sur Twitter, voilà, c'est le véritable sujet, d'avoir manipulé des opinions politiques. Il reste en fait que le reste de la manipulation peut tout à fait avoir lieu. Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Je partage l'avis de Philippe Mudry. François-Xavier, tu regardes ça comment ? Oui, je partage le même avis. En fait, c'est la version 21e siècle de la prise de contrôle de la presse par un grand patron industriel, qui était un peu une histoire dans la presse au 20e siècle. Mais là, c'est puissance 10 parce que... Encore un peu au 21e. Voire un peu au 21e. mais en tout cas, là, on passe un cran. On passe un cran parce qu'on est sur un média mondial qui a une part de marché monumentale sur son segment. Et avec effectivement l'instantanéité dont on parlait, qui fait que en fait, tu as effectivement, objectivement, des possibilités de manipulation de cours, y compris en n'étant pas propriétaire de Twitter. Ce qu'il a fait aussi sur le Bitcoin était aussi assez tout à fait comparable à de la manipulation de cours. Donc, tout en possédant lui-même, je crois qu'il en avait racheté 1 milliard, c'est ça, quelque chose comme ça. Non, mais on est clairement là-dessus. Donc sur un marché non réglementé. Donc en plus, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est effectivement assez préoccupant et qui soulève la question à nouveau de la régulation américaine et du fait qu'ils puissent arriver potentiellement à comment est-ce qu'ils vont adresser la question de ces grands géants dont Tesla, Twitter maintenant, mais aussi on pourrait ah oui, tu veux dire, ça pose la question aussi de l'hyperconcentration. De la séparation des pouvoirs, oui. Est-ce qu'on va avoir une version standard oil du 21e siècle, voilà, c'est ça, en morceaux et honnêtement, la question se pose, et je pense qu'elle va se poser de plus en plus, parce qu'effectivement, la concentration du pouvoir de Twitter dans les mains d'un industriel et qui en plus a des limites un peu, voilà, en tout cas a montré que... Un industriel qui en plus lance des fusées, qui fait des plans de paix pour l'Ukraine, donc on est quand même sur quelque chose qui nécessitera... Qui donne accès via satellite justement aux armées auxquelles il suscite de exactement, on est sur une vraie puissance géopolitique. Là-dessus, moi je reste réservé. Mais en tout cas, il a un impact. Il a un impact, mais il choisit de donner accès. D'ailleurs, on en avait parlé avec Frédéric Ancel, c'était très intéressant, tant qu'il est en accord avec la diplomatie américaine. Bien sûr. Le jour où il n'est plus en accord, vraiment plus avec la diplomatie américaine, comme le dit Wilfried Galland, c'est ceux qui ont les porte-avions. Mais bien sûr, le véritable pouvoir, et c'est Frédéric Ancel qui me l'avait dit un jour, c'est celui qui est capable de sortir du lit à 6h du matin pour t'emmener dans une cellule avec les menottes. C'est ça le véritable pouvoir, pas Twitter. Voilà. Et là, effectivement, il faut effectivement avoir le... Clément. Mais c'est là où il y aura effectivement l'intervention de l'État américain qui sera, à un moment donné, probablement, enfin en tout cas, une vraie question, un vrai sujet et à mon avis une nécessité. C'était juste une petite parenthèse parce qu'on en avait beaucoup parlé. C'était, alors peut-être toi Clément, tu te souviendras des noms, peut-être tu te souviendras des noms. Donc à la tête de la commission de la concurrence aux États-Unis, une jeune femme qui était présentée comme très allante justement sur l'idée de briser les monopoles. Catherine Raimondo. Voilà, et au département de la justice aussi. Enfin bref, il y avait là deux personnalités qui étaient très connues dans ce monde-là et qui était présenté comme une forte volonté de Joe Biden d'essayer de casser un petit peu cette puissance. Force est de constater qu'on ne voit rien venir. Clément, comment est-ce que tu vois? Moi je suis d'accord, peut-être un petit brin d'optimisme, aussi bien sur la question de la régulation financière que sur la concentration industrielle.
je crois qu'il y a vraiment un débat aujourd'hui aux États-Unis, effectivement, qui est un petit peu renouvelé sur les débats d'initiés et sur la manière dont la SEC, par exemple, pourrait avoir éventuellement de nouvelles attributions. Moi, je crois qu'on peut faire confiance quand même aux Américains pour être relativement exigeants sur la question des délits d'initiés. C'est quand même quelque chose qu'ils ont historiquement assez bien traité dans leur droit, aussi bien dans leur procédure civile que pénale. Et si de toute façon il y a une question qui se pose, un problème public qui est posé, moi je serais plutôt optimiste sur l'idée que de toute façon ils vont réussir à réguler ce problème. La question, c'est donc la transition, plutôt. Le temps que c'est pas réglé, et c'est plutôt ça. Et peut-être que de ce point de vue-là, les midterms, en fonction des majorités qu'il y aura, accéléreront ou pas le processus. Moi, j'ai pas tellement en tête la position, par exemple, des républicains sur la question, mais historiquement, les républicains ont su être également relativement exigeants sur les questions d'initiés. Et pour la concentration industrielle... Ils ont un peu changé depuis, quand même, Clément. En fait, ça dépend. Les Républicains ont quand même un peu changé là-dessus. Donald Trump, voilà. Ouais, voilà. Si Twitter réautorise le compte de Donald Trump, là peut-être que finalement il sera pas régulé. Non, mais disons que voilà. Après sur la question de la concentration industrielle. C'est un débat sans fin aux États-Unis. Il y a toujours les poursuites engagées par les procureurs généraux de chaque État contre un certain nombre de GAFAM. C'est un petit peu long, effectivement, et on n'est pas encore dans la période de démantèlement comme ça a été le cas avec la Standard Oil Company. Mais moi, je crois vraiment que de toute façon, on va y arriver d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je pense fondamentalement que la vraie raison pour laquelle on y arrivera, c'est que le pouvoir politique déteste la concurrence pour lui-même. Je pense qu'à un moment donné, le pouvoir présidentiel n'a pas du tout envie d'être concurrencé, ni sur le terrain politique, ni sur le terrain économique, par quelque industriel que ce soit. Et la concentration industrielle, elle menace quand même le pouvoir politique, aussi. Et historiquement, c'est aussi une des raisons du démantèlement de la Standard Oil il y a quelques années. Et l'avantage, c'est la Standard Oil, la Compagnie des Indes... On peut se dire que le marché fait le travail, puisque finalement, l'effondrement pour certains acteurs de leur revenu publicitaire fait qu'ils sont désormais beaucoup moins puissants qu'ils l'étaient il y a ne serait-ce qu'un an. Aujourd'hui, Meta ne peut plus être considéré, alors c'est Facebook, ne peut plus être considéré véritablement comme étant un géant inéluctable. Absolument pas. 800 milliards de capitalisation boursière évaporée pour le seul Meta. 800 milliards. Absolument. Et donc là, c'était la une du Wall Street Journal cette nuit. Plan de licenciement massif. Si vous avez acheté du Meta Facebook. en 2015, vous avez perdu de l'argent. Si vous avez acheté du General Motors, vous en avez gagné. En 2015 En 2015, ouais. En 2015, vous achetez Meta, maintenant vous avez perdu de l'argent. Vous avez acheté General Motors en 2015, vous en avez gagné. C'est une époque quand même. Et quelqu'un aurait-il pu prévoir ça en 2015 ? Non. Non, voilà, c'est ça. Non, mais ça veut dire qu'effectivement les choses bougent également sur les rapports de puissance. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant parce que Meta, c'est 32 milliards d'euros de dollars de R&D. Le budget R&D de Meta est comparable aujourd'hui au budget d'un gros État en termes de R&D. Donc il y a quand même une puissance derrière. Effectivement. Le problème, c'est de la R&D qui sert à rien. Enfin, les papiers sont en train de sortir de partout d'ailleurs autour de. Mais en fait, Meta, à quoi ça sert ? Tu vois les pubs qu'ils font. Enfin, sur le fait que. Horizon World. C'est ahurissant, quoi. Tu rentres pas forcément dans ce débat-là, mais tu te rends compte de la puissance qui a été construite, et effectivement, qui a un côté fragile, comme le soulignait Wilfried, mais de la puissance qui a été construite. On parlait de concurrence des États, 32 milliards de R&D, c'est un très très gros budget de R&D, c'est plus que le budget de R&D Public France. Enfin, je veux dire, c'est monumental comme budget. Aujourd'hui, pour les plus anciens d'entre nous qui se souviennent de MySpace, il y a plus de visiteurs quotidiens sur MySpace que sur Horizon World de Meta. Mais comment ça ? À l'époque où MySpace existe encore ? Maintenant, MySpace existe encore. Et vous avez aujourd'hui plus de visiteurs sur MySpace. Oui, mais ça, c'est les mêmes qui ont encore des comptes Yahoo, quoi. Voilà, exactement. En fait, ils tournent encore, mais les gens sont morts. Mais on sait pas. C'est dire qu'en fait, il y a effectivement... voilà, les choses s'arrêtent. Bon, après... Innovation de rupture, c'est normal que ça prenne du temps, etc. Et tout. Après, quand même, il y a beaucoup à raconter. On oublie souvent aussi, c'est qu'ils ont tous quand même des projets de société, aussi, ces gens-là. Que ce soit Meta, que ce soit Elon Musk, que ce soit les patrons de Google, ils ont tous quand même un vrai projet de société. Et à mon avis, là où ça pourrait peut-être coincer, c'est qu'une partie quand même de ce projet de société est transhumaniste, philosophiquement parlant. Comment ça ? Il n'y a que Google, là. Ah bah oui, non mais c'est pas rien. Mais je suis d'accord avec toi, mais Elon Musk, il n'est pas... Ah si, il l'est, t'as raison, il veut nous mettre un... Il veut renforcer notre cerveau, oui. Mais pas Zuckerberg, non ?
À mon avis... oui, ça doit traîner quelque part. Et quand même le pouvoir républicain qui pourrait y être favorable, il y a quand même aussi quelque chose... Voilà, ça pourrait bloquer, par exemple, ce point de vue-là, du point de vue de la croyance religieuse, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas du tout populaire dans une partie de l'électorat républicain. Donc c'est un peu paradoxal. Hein. Ils ont besoin peut-être de certains républicains pour faire passer des réglementations un peu plus souples, et en même temps, il n'y a que les démocrates qui adhéreront un peu plus à leur projet de société. On va arrêter de les considérer comme étant une entité. C'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est très 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 différent, à la fois comme business model et comme façon de fonctionner, entre Meta d'un côté, Google, Alphabet de l'autre, Apple et Microsoft. Ça n'a absolument rien à voir. Et que tous les algorithmes dont on a, enfin tous les acronymes qu'on a construits en disant comme ça c'est simple, c'est marketing, en fait ça marche pas. Donc il va falloir les considérer l'un après l'autre parce que effectivement aujourd'hui par exemple dire je vais démanteler Twitter, pas possible. Après ce qui les rassemble quand même, c'est la masse d'informations qu'ils disposent sur leurs utilisateurs. C'est-à-dire leur puissance de calcul, puisque tu as employé le terme, tu as fait un lapsus, mais significatif autour d'algorithmes. La puissance de calcul, les algorithmes et la masse d'informations qu'ils détiennent sur leurs utilisateurs en fait quand même des... Mais c'est moins le cas par exemple pour Microsoft. Pour l'instant, gratuitement. C'est moins le cas pour Microsoft. Oui, pourquoi c'est moins le cas pour Microsoft ? Parce qu'en fait, leur business model, la part de revenus qui dépend directement de l'utilisation de ces données par Microsoft est moins importante. Oui. Donc, d'ailleurs, enfin, ils les ont, quoi. Ils les ont, mais en fait, la part des revenus qui c'est vrai. Voilà, est moins importante. Parce que les services de Microsoft sont très largement payants. Exactement. Et on peut espérer qu'au niveau européen, la régulation s'accélère encore plus. Bon, comment est-ce qu'on enchaîne avec la politique monétaire ? Je pensais que ça allait couler de source sur le risque systémique. Donc c'est ton boulot, Stéphane. Mais alors j'ai mis Powell inflexible, donc récente hausse de taux de la semaine dernière. Voilà, donc déjà, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, inflexible. Ça devait être un titre de journal qui m'a dit inflexible. Ouais, je pense, je ne sais pas si le terme c'est inflexible ou c'est imprévisible. Il n'existe pas de moyen indolore de combattre durablement l'inflation. Donc c'est toute l'histoire de oui, nous aurons besoin d'une récession, petite récession, grande récession pour combattre l'inflation. Vas-y Clément, puisque c'est... Est-ce qu'on est là sur un Powell inflexible ? Non, c'est peut-être toi qui va me donner l'analyse immédiate, ou ce que pense d'ailleurs Grégoire Favet chez nous sur Bismart, un début de pivot qui ne dit pas son nom. Mais oui. Voilà, c'est ça. Oui. On est au bout en fait du truc. En fait, le vrai sujet de Powell, c'est il faut que les conditions financières générales se resserrent. Donc, il faut en fait que les coûts de financement soient plus importants pour refroidir l'économie. Voilà. Et pour ça, il a besoin que ces décisions de politique monétaire évidemment se transmettent dans l'économie, mais ne peuvent se transmettre dans l'économie que par les marchés. Donc, il ne faut surtout pas que les marchés financiers commence en fait à se desserrer, donc commence par exemple à faire baisser les taux, augmenter la valeur des obligations, augmenter la valeur des actions, parce que là, une partie de ce qu'ils cherchent à faire ne sera plus actif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a ce décalage très fort entre le communiqué qui est sorti, qui disait, en fait, il faut être prudent, parce que désormais, on a atteint un niveau où les taux demandent du temps pour rentrer effectivement dans l'économie, et donc on va devoir regarder... Oui, c'est ça, il ne faut pas qu'on continue à arroser alors que l'incendie est peut-être éteint. Voilà, exactement. Voilà. Et donc on va prendre un certain nombre de critères en compte, et à partir de ce moment-là, on décidera de ce qui devra être fait par la suite. Donc en fait, on fait une pause. Et dans la conférence de presse, il dit exactement l'inverse. Il a dit, attention, nous ne sommes pas prêts du tout à faire une pause, et en particulier... Le moment exceptionnel de cette conférence de presse, c'est quand ce brave journaliste de l'Associated Press pose la question à Jérôme Powell, lui faisant comprendre, alors qu'en fait ce n'était pas du tout le cas, mais lui faisant comprendre que les marchés réagissaient bien, alors qu'en fait ils réagissaient mal, mais réagissaient bien en montant, par exemple, à ses propos. Et là, à sa hausse de 0,75%. Exactement, et à ses propos et à son communiqué. Et là, il va effectivement dans une tirade extrêmement agressive en disant « Mais vous ne m'avez pas compris, il est absolument hors de question de faire une pause aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas à ce niveau-là. » Donc pour moi, c'est effectivement un jeu qui se passe entre la Fed d'un côté et les marchés de l'autre, pour éviter que les marchés, en fait, en anticipant trop, démonétisent, même si le terme n'est peut-être pas très exact, mais démonétisent la politique de la Réserve fédérale. Et à ce moment-là, effectivement, ça le force à avoir une rhétorique très forte. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Et pourtant, mécaniquement, les marchés se disent finalement, on est quand même en train d'avoir bien anticipé les choses. Donc, c'est un jeu, je ne sais pas comment on en sort, mais c'est un jeu, en tout cas, qui a effectivement lieu en ce moment.
Clément ? Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis quelques mois, déjà, on a quand même complètement changé de paradigme en termes de politique monétaire, mais en termes de gestion des anticipations. On avait déjà mentionné ici la phrase de Greenspan, la célèbre phrase de Greenspan, à la fin d'une conférence de presse, « Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Ça avait quand même pas mal marqué, disons, la période historique de pratique de la politique monétaire des années 90 jusqu'à la crise financière un petit peu au-delà. Et puis on était rentré dans la période qu'on appelle de forward guidance, donc de guidage des anticipations, où alors là, il n'y avait rien à interpréter de la politique monétaire, puisque le banquier central voulait absolument rassurer les marchés et surtout guider les anticipations de la manière la plus claire et surtout la plus crédible possible. Et là, on est revenu à une situation où on ne comprend rien de la communication du banquier central. Et on peut tous, de toute façon, avoir une interprétation différente de chaque mot. Mais c'est pareil pour la Banque Centrale Européenne, elle est quand même aussi un petit peu ambiguë. Et en même temps, le principal outil de la communication ici de la Banque centrale, c'est quand même les anticipations des agents au sens large. Et c'est vrai sur toutes les variables, c'est vrai sur l'anticipation d'inflation, c'est vrai sur l'anticipation du taux de change, c'est vrai sur plein de variables qui sont fondamentales pour la politique monétaire. Et globalement, je suis assez d'accord avec Wilfried, c'est quand même un banquier central qui dit un peu tout et son contraire. Et en même temps, est-ce qu'on en est vraiment sûr, puisqu'on n'est pas sûr de comprendre ce qu'il dit? C'est quand même un peu le paradoxe. Oui. Et ça rappelle de certains grands spécialistes. On a en France Olivier Blanchard, qui était un grand spécialiste quand même de la politique monétaire, quand il dirigeait le département d'économie du MIT, et qui avait théorisé dans un article le jeu du chat et de la souris entre le banquier central et les marchés. Donc là, le paradoxe, c'est qu'il faut être un peu crédible quand même, sinon les marchés ne comprennent rien. En même temps, si on est trop crédible, on n'arrive pas à casser les anticipations des marchés, et donc on n'arrive pas à les surprendre suffisamment pour, quelque part, que la politique monétaire soit efficace dans le sens qu'on veut qu'elle soit efficace. Donc c'est quand même extrêmement, moi je trouve, intéressant comme période de revoir qu'on est revenu quelque part à une, entre guillemets, normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire un banquier central qu'on ne comprend pas, et Blanchard qui parlait d'art, l'art du central banking, c'est-à-dire le banquier central qui essaye comme ça de guider quelques anticipations un peu à la louche, mais qui en fait lui-même n'est pas sûr de la manière dont il sera compris. C'était ce que Mervyn King, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, appelait le paradigme Maradona. En fait, il disait, vous avez deux façons de piloter une banque centrale. Vous avez une façon très arithmétique et très géométrique, en fait, où vous dites exactement ce que vous allez faire et quand est-ce que vous allez le faire. Et puis vous avez le paradigme Maradona, c'est-à-dire que vous ne devez jamais savoir l'objectif de votre conduite de balle et vous devez toujours surprendre l'adversaire. Et il disait, à un moment donné, il reprenait un des célèbres buts de Maradona dans la Coupe du Monde contre l'Angleterre. Il dit en fait, quand vous regardez très attentivement la balle, en fait, elle ne change que quasiment jamais de trajectoire, très très peu. Mais c'est lui fait croire à ses adversaires autour de la balle que lui va changer la trajectoire de la balle, et chaque adversaire s'adapte en fonction de ce qu'il croit être l'objectif du joueur qu'il a en face de lui. 1986, hein. Exactement, Mexique, 1986, tout à fait, absolument, demi-finale, absolument. Et l'objectif du banquier central, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il avance tout droit et il fait croire autour de lui qu'il est en train de changer en permanence pour pouvoir effectivement juste pouvoir avancer tout droit. François-Xavier, toi, ce qui t'embête, c'est on en a beaucoup parlé, ça reste très intéressant, c'est que l'inflation n'est pas, en tout cas, c'est ton analyse, d'origine monétaire. Oui, alors c'est un tout petit peu moins vrai aux États-Unis parce qu'il y a probablement eu un tout petit peu d'inflation monétaire notamment lié à l'émission aux 40% de hausse de masse monétaire en gros en 2 ans pendant la période Covid. Mais effectivement, c'est d'abord et avant tout une inflation qui est liée à l'offre. Il y a des problèmes d'offre, notamment sur l'énergie, avec ces problèmes qui sont en train de se résorber. Et effectivement, je vais concourir à ce que disaient Wilfried et Clément sur le fait que c'est difficile à lire, parce qu'effectivement, ça n'est pas une inflation fondamentalement d'origine monétaire, et donc on fait un traitement monétaire pour une inflation qui n'en a pas l'origine. C'est un peu comme des antibiotiques pour soigner un virus, si tu veux. Donc pour moi, c'est une politique qui me paraît assez décalée par rapport à ce qu'elle veut régler. Oui, mais t'as pas le choix, t'as pas d'autre solution. Non, t'as pas d'autre. Bah si, attendre que ça se passe. Attendre que ça se passe. La question, c'est est-ce que le risque d'un emballement de l'inflation à ce moment-là? Non, tu peux éventuellement ce qu'a fait à la limite la Fed. La Fed, en gros, a stoppé la création monétaire depuis janvier. C'est-à-dire que la masse monétaire est stable depuis janvier. Tu pourrais dire, ok, avec zéro
0% de hausse de masse monétaire, on va s'arrêter là, sachant que c'était en 2010, on avait du mal à tenir l'inflation avec 6% de hausse de masse monétaire annuelle. Hein. Donc on est à zéro, on est vraiment, on a mis un gros coup de frein. Donc tu pourrais considérer, et effectivement il y a aussi la question du timing qui est importante, tu pourrais considérer que le boulot a été fait et que donc maintenant il faut attendre simplement l'effet il y a un effet d'inertie dans l'inflation qui est au minimum de 6, 12, voire 18 mois. C'est-à-dire que c'est en fait les matières premières qui se traduisent dans les coûts intermédiaires, qui se traduisent dans les coûts dans les salaires. Et donc tu dis, OK, on a fait le boulot, on a levé les taux d'inflation, on est à un niveau de taux qui n'est pas très élevé, des taux d'intérêt, pardon. On a un niveau de taux d'intérêt qui n'est pas encore très élevé, mais qui est suffisant pour freiner la croissance de la masse monétaire, et on attend que ça retombe. On sait qu'il y a des effets de base sur le premier semestre de l'année prochaine de l'ordre de 5% qui vont arriver, qui sont liés au fait que la guerre en Ukraine a fait décaler la base de prix. Donc on sait qu'on a 5 points de désinflation qui vont disparaître dans les 6 prochains mois, quelle que soit la politique monétaire. Et après, ça s'arrête de soi-même. Et après, ça va. Sauf si, parce que tu disais, il y a cette fameuse boucle prix-salaire. La boucle prix-salaire, elle est très peu documentée sur le. On va voir là, le dernier communiqué de Stellantis, puisque là, les boîtes sont en train de sortir des résultats quand même, et sont en train de sortir des résultats du feu de Dieu. Voilà. Et donc, juste, je lis le communiqué. Je ne sais pas si on va le voir. Le communiqué donc je crois que c'est la CFE-CGC. Nos espoirs reposent sur l'ouverture donc de la NAO salaire 2023 le 1er décembre pour un changement de paradigme concernant la politique salariale de toutes les catégories socio-professionnelles. Enfin, la bonne façon de répondre au partage de la valeur, d'abord, c'est plutôt... Non, c'est pas partage de la valeur. Là, c'est des gars qui disent on veut du pognon et le patron... Il mentionne en fait dans la dimension du partage des bénéfices. Donc tu peux... Oui, mais là, c'est en mode total. C'est en mode total. Là, c'est la grève. Soit tu nous augmentes, soit on fait grève. De toute façon, tu auras des négociations qui vont être difficiles et qui vont effectivement aboutir à une hausse de salaire. Hausse de salaire qui sera inférieure à l'inflation. De toute façon, tu ne vas pas avoir... J'en sais rien. Si tu regardes Air France, si tu regardes Total, si tu regardes... Air France, ils sont au-dessus. Total, ils sont au-dessus. On va voir. Les résultats Stellantis sont extraordinaires quand même. Tu ne vas pas avoir... Aujourd'hui, on est autour de 3,5%, ce qui est déjà tout à fait important pour la partie salaire. Tu as 6% d'inflation. Oui, tu as 6%. Elle arrive en fait, la vague, la boucle prix-salaire. Non, mais la boucle prix-salaire, si tu veux, moi, je n'ai toujours pas vu la démonstration de la vraie corrélation entre la vraie causalité, entre les prix et les salaires. Ce qu'on a vu dans les années 80, c'est une hausse de la masse monétaire considérable qui aboutissait à la fois à une inflation des prix et des salaires. On en a déduit que l'inflation des prix et des salaires était une espèce de causalité mutuelle. Ça n'a pas été démontré. C'est pas gravé dans le marbre, monsieur le prof d'économie C'est un peu gravé dans le marbre quand même. Ah bah non. Petit désaccord. Moi, j'ai pas vu d'éléments, honnêtement. Attends, vas-y, Clément, la théorie. Que dit la théorie ? Oui, mais dans la théorie, c'est c'est assez clair qu'effectivement il y a un lien entre les prix et les salaires. Ce qui est intéressant, c'est que ce lien, il est fait plutôt d'ailleurs par les économistes libéraux. C'est quand même le fondement en fait de la remise en cause de la célèbre courbe de Phillips par Friedman. Alors célèbre, pas au point, c'est pas non plus Johnny Hallyday. Ah quand même. Donc la courbe de Phillips. La courbe de Phillips, c'est la relation inverse entre inflation et chômage. Donc soit on renonce à l'inflation, on a beaucoup de chômage, soit on renonce quelque part à cet objectif de plein emploi et on a beaucoup plus de stabilité des prix. Donc c'est la remise en cause qui s'est opérée dans les années 60, 70 et puis théoriquement vraiment à partir des années 80 par l'école de Chicago au sens large. Phillips, Phelps, puis la nouvelle économie classique, Lucas et tous ses co-auteurs. Ils insistent quand même beaucoup sur la boucle prix-salaire. Après, là où je suis d'accord quand même, c'est qu'elle n'est pas toujours vérifiée empiriquement et que c'est pas parce que le modèle, effectivement, prédit dans des conditions précises que l'augmentation des salaires conduit toujours à une inflation que ça se vérifie. Parce que quelle est l'idée, en fait, en une seconde du modèle ? C'est de dire, s'il y a une augmentation des salaires, alors ça conduit, certes, potentiellement, à un effet keynésien qui est l'augmentation de la demande, mais ça conduit surtout à ce que les anticipations des salariés soient plutôt dans une hausse des prix, donc ils redemandent en réalité des augmentations de salaire. Bien sûr. C'est ça qui rend le mécanisme dans le modèle auto-entretenu. C'est que les augmentations de salaire supposent... Bon, mais c'est juste pas la réalité concrète du terrain. Je voulais pas qu'on rentre dans un débat théorique là-dessus. Tu as une augmentation. En fait, la réalité concrète du terrain, c'est que tu n'as pas des salariés qui vont te dire on a une anticipation d'inflation qui va augmenter et donc augmenter le salaire. Ça n'existe pas, ça. Mais comment ça n'existe pas ? Non. Sur la base de l'inflation historique, pas des anticipations. Les prix ont augmenté, donc augmenté le salaire. Ce que dit Clément, c'est la partie anticipation de l'inflation. En fonction du pouvoir de négociation. Tu vas pas aller voir ton dirigeant en disant on a des anticipations d'inflation de 3% l'année prochaine,
augmenter nos salaires. Tu as toujours un retard en réalité. Tu as l'inflation d'abord et les salaires ensuite. Alors effectivement, tu peux avoir une influence mutuelle, mais le fondamental, l'élément fondamental qui a créé cette augmentation parallèle des prix et des salaires dans les années 80, c'est la création monétaire. Moi, je suis très friedmanien au sens il y a l'inflation, la monnaie est la seule cause de l'inflation. Quand tu arrêtes oui, mais ça c'est pas. Pour moi, c'est pas de l'inflation au sens de la dévaluation de la valeur de la monnaie. C'est une fluctuation des prix liée à l'offre et à la demande qui va se résorber. Juste pour revenir en concluant peut-être sur la question d'origine, la question de politique monétaire. Si on revient par exemple à ce qu'avait fait Richard Burns. Burns, c'est donc les années 70. Les années 70, en fait. Lui nous dit. Il tape pas assez fort, l'inflation s'envole. Non, ça c'est l'histoire de l'anti-héros. Quand on regarde véritablement ce qu'il écrit et ce qu'il dit, en particulier dans son discours de Pepperdine en 1970, il dit « Si vous me laissez seul, moi, politique monétaire, face à l'inflation, si vous n'attendez que ce soit que moi qui traite l'inflation, alors je vais vous envoyer en récession, parce que mes outils sont tels que je serai obligé de taper tellement fort que je vais envoyer tout le monde en récession. Et donc il faut que vous, pouvoir exécutif et pouvoir législatif, vous médiez. Mais ça c'est le discours de Draghi sur ces 10 dernières années. Les politiques sont ainsi faits. Mais c'est ce qu'on voit précisément aujourd'hui dans les discours de politique monétaire, c'est-à-dire quand on reproche aux banquiers centraux de dire vous allez frapper trop fort et nous envoyer en récession, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On les laisse tout seuls, sans traiter tous les problèmes, effectivement, des problèmes d'offres. Et même on en rajoute. Et Darmanin et Le Maire, par exemple, en France ce week-end, qui disent il faut augmenter les salaires. Et donc il faut que tout le monde en fait se coordonne d'une certaine façon autour de la table. Oui, mais ça n'arrivera pas, ça. Si ça arrivera, comme ça arrive en général, c'est-à-dire non pas publiquement. Il ne faut jamais que ça arrive publiquement, parce que sinon, effectivement, c'est une catastrophe. Mais il faut que les discussions aient lieu entre les pouvoirs monétaires, et ils ont lieu, entre les pouvoirs monétaires, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, pour dire comment est-ce qu'on traite le sujet pour arriver à ce fameux atterrissage en douceur. Il est toujours possible, à condition que chacun y mette du sien. Là où je rejoins François-Xavier, c'est qu'effectivement, tant que l'augmentation des salaires est inférieure à l'augmentation des prix, on va avoir cette boucle qui, normalement, ne se mettra pas en place. On y retourne. Dans un instant. Alors, on repart. Non, je voulais juste, parce que quand même, dans l'ensemble de nos réflexions passionnantes, ce qui se passe en Turquie est quand même complètement dingue. Les 85% d'inflation. Donc, parce que c'est quand même la Turquie, quoi. C'est pas... Oui, c'est pas le Lesotho, non. Pas loin d'être 100 millions d'habitants. J'allais avoir le même exemple que le Lesotho. Je ne sais pas pourquoi on tombe sur ce pauvre Lesotho. Puis je me suis arrêté en disant, mais en fait, j'en sais rien de ce qui se passe au Lesotho. Donc, mais voilà. Un petit pays enclavé, oui, voilà, ça n'a rien à voir. Donc la Turquie, effectivement, donc c'est, alors oui, 85, visiblement 100% d'inflation. Mais parce que la Banque centrale est complètement sous contrôle de Recep Erdogan, qui martèle que la baisse des taux d'intérêt va juguler l'inflation. Donc là, c'est quand même un cas d'école étonnant. Et encore une fois, c'est la Turquie, quoi. C'est pas un tout petit pays. Il doit y avoir 100 millions d'habitants en Turquie aujourd'hui. Et puis relativement ouvert en plus sur l'extérieur. Voilà, j'ai trouvé ça spectaculaire. Et sur l'idée, parce qu'on peut encore entendre d'une banque centrale indépendante. Oui, voilà. Tout le monde doit regarder un peu ce qui se passe en Turquie. Ça, c'est non négociable pour moi. Oui, voilà, la Banque centrale indépendante, abandonner l'indépendance de la Banque centrale, ce serait une erreur, mais monumentale. C'est la Turquie. Voilà. Mais bien sûr. Ou Venezuela, mais ça revient à l'inflation qui est d'origine monétaire fondamentalement. Parce que la menace, effectivement, c'est beaucoup plus gros que le Venezuela, mais c'est que ça dérive à la vénézuélienne. C'était quand même une... on connaît un peu cette économie turque. Oui, c'est une puissante économie. 100%, c'est très loin de l'hyperinflation. Oui, on est d'accord. Ce qui est très étonnant, mais c'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est que pour l'instant, ça ne s'effondre pas. Et tout le monde attend, effectivement, avec, je pense, pas mal d'inquiétude quand même ce qui se passe en Turquie. Jusqu'où est-ce que, en particulier, aujourd'hui, les anticipations des acteurs économiques turcs, donc quand on voit les études, s'ajustent. Et donc, globalement, ils s'ajustent à ce volume de prix qui monte de façon spectaculaire. À partir de quand est-ce que le tissu productif ne pourra plus résister ? C'est ça le sujet.
Pour l'instant, on n'en est pas là, mais faut pas que ça dure trop, je pense. Non, faut pas que ça dure trop. C'est pas très bon l'inflation. C'est pas aussi mauvais que la déflation parce que les vrais épisodes les plus durs sur le plan économique ont été liés à des restrictions de politique monétaire. C'est la politique de Browning dans les années 30 en Allemagne qui a été beaucoup plus néfaste que l'hyperinflation des années 1920-1923. Mais effectivement, c'est compliqué de vivre dans un 100% d'inflation. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, tu fermes les yeux un instant et tu te dis comment tu vis avec 100% d'inflation. Enfin, c'est beaucoup et en même temps, c'est absolument ridicule par rapport. Enfin, les vraies belles inflations, la Hongrie en 46, c'est oui, mais à ce moment-là, la monnaie n'existe plus. À ce moment-là, tu reviens au troc. Oui, enfin, tu fais, mais tu vis. Mais tu continues à vivre. Tu continues à vivre avec. La limite, c'est 40% quand même. Hein, donc, non, mais c'est compliqué. 40% par mois, 40% par an. 40% par an avant qu'une spirale ne commence à t'emporter complètement. C'était des études de la Banque mondiale là-dessus. La définition de l'hyperinflation, c'est 50% par mois, ce qui fait multiplication par 130 en un an. Donc Clément, tu voulais rajouter un truc sur la politique monétaire avant que... Oui, juste parce qu'il y a deux travaux moi, que je trouve très intéressants et qui pourraient aussi nous aider à comprendre pourquoi est-ce que les banques centrales ont à la fois cette communication, ces 2 travaux sur les taux de change, qui est c'est un peu mon obsession. Les travaux aux États-Unis de Frankel, là qui vient de publier, et en France pour le cercle des économistes de Cartapanis. Alors, ce qu'ils disent de manière simple, c'est qu'on assisterait aujourd'hui plutôt à une sorte de guerre des monnaies inversée, avec des banques centrales qui paradoxalement n'ont pas tellement intérêt à une baisse de leur taux de change, mais plutôt à une élévation de leur taux de change, pour lutter également contre l'inflation. Puisque quand on a un taux de change qui s'apprécie, par définition, tous les produits importés coûtent beaucoup moins cher. Et qu'est-ce qui a le plus pris en valeur aujourd'hui ? Une bonne partie des produits importés, notamment les produits énergétiques. Et donc on assisterait... Sauf si tu es en dollars, Clément. Ah bah non mais d'accord, mais là je parle... Non mais pour la... Oui, tous les autres, d'accord. Et en ce qui concerne les États-Unis, c'est pas complètement faux non plus, parce que il faut bien avoir en tête que les États-Unis, historiquement, c'est un pays qui est extrêmement déficitaire du point de vue de sa balance courante. Et une partie quand même de l'inflation américaine ne s'explique pas que par les prix de l'énergie, sans doute moins d'ailleurs que la nôtre, ce que je disais tout à l'heure. Et il y a quand même également un problème d'offre aux États-Unis, avec un problème de composants, et ils ont besoin plus que d'autres d'un taux de change qui est un peu plus élevé qu'avant. Et c'est là le paradoxe. Et c'est pour ça que leurs 2 études, Frankel, plutôt pour les États-Unis, et en France, Cartapanis, sont intéressantes. C'est que globalement, il y a encore quelques années, Trump accusait la Banque centrale européenne de mener une sorte de guerre des monnaies vis-à-vis du dollar, vis-à-vis des États-Unis, et Trump voulait un dollar plus faible. Ouais. Et là, on a à la fois une administration Biden et finalement Jérôme Powell qui s'accommode extrêmement bien d'un dollar qui est non seulement plus élevé, mais probablement en fait plus élevé que sa valeur d'équilibre, précisément parce que dans les anticipations d'inflation, ça atténue quand même un petit peu plus l'inflation. Inversement, même en échangeant en dollars, le taux de change du dollar plus bas, c'est forcément un peu plus d'inflation pour les États-Unis. Donc voilà, je voulais juste rajouter le fait qu'il y a quand même l'idée du taux de change. Je vais donner un chiffre que j'ai appris récemment, qui m'a surpris, mais en même temps qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on sait des États-Unis. En fait, ils achètent en dollars aussi. C'est-à-dire que 80% des importations américaines se font en dollars. C'est l'avantage d'avoir d'émettre la monnaie internationale. Oui, bien sûr. Il n'y a jamais de problème de financement aux États-Unis. Ah, Vous avez à la fois le dollar. Oh, tirage et au grattage. Mais pour moi, la remarque de Clément est hyper intéressante et elle explique aussi la logique. Mais toujours. Merci. C'est une base. Elle explique aussi la logique, enfin pour moi en tout cas en grande partie, la logique un peu suiveur de la BCE, c'est-à-dire le fait que la BCE soit aussi obligée d'augmenter les taux d'intérêt parce qu'elle ne peut pas laisser se déprécier complètement sa monnaie. Et donc, pour le coup, autant je suis sceptique sur la logique de hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation dans l'absolu, autant pour suivre une hausse de taux d'intérêt imposée outre-Atlantique pour éviter d'avoir une dépréciation de sa monnaie et effectivement d'avoir une accélération de l'inflation importée, ça pour le coup, je trouve ça assez logique. Nous, l'euro qui s'effondrerait encore, pour le coup, on le sentirait au niveau de l'inflation. Absolument. Très clair. Là, absolument. Pour le coup, déjà qu'on le sent quand même... Et donc pour moi c'est ça, c'est une espèce de marquage à la culotte. Et effectivement, ce qui veut dire que le taux d'inflation le plus important pour les taux en Europe, c'est pas tellement le taux d'inflation en Europe, c'est l'inflation américaine qui va ressortir jeudi, si ma mémoire est bonne. Ce qui nous amène d'ailleurs peut-être à ce qui est aussi un des sujets du moment. Alors ça fait un moment que c'est un des sujets du moment, et là ça y est, ça commence à... Parce qu'il y a eu des déclarations... C'est Bruno Le Maire, je crois que c'est une interview aux Échos qui donne ce matin. Donc autour de, on va dire que c'est l'Allemagne, la Chine, l'énergie et l'industrie européenne quand même. Et donc ce qui dit Bruno Le Maire, le vrai risque pour l'Europe, c'est le décrochage industriel, donc du fait du différentiel des prix d'énergie,
Il veut une position ferme de la Commission européenne sur des dispositifs de préférence européenne et sur ce qu'il appelle les instruments de réciprocité. Dans certains cas, dit-il, le montant des subventions que l'administration américaine propose, donc il y a deux choses. Il y a le prix de l'énergie et puis il y a ce fameux plan à 450 milliards là, qui alerte l'ensemble des industriels européens. Moi, on m'en a parlé il y a une dizaine de jours, peut-être même un peu plus longtemps que ça. Dans certains cas, le montant des subventions, donc au nom de la transition énergétique, que l'administration américaine propose est 4 à 10 fois le montant autorisé par la Commission européenne, dit Bruno Le Maire. Donc c'est vrai que c'est considérable. Et de ce point de vue-là... Et alors, je sais pas si on voit les images que je vous propose, mais c'est vrai que l'histoire de Safran, donc je pense que vous avez tous suivi ça, Safran qui a prévu de longue date d'ailleurs, une usine de frein carbone à Lyon, et qui se demande s'ils vont la faire. Et alors c'est en Scandinavie, l'une des giga-usines de production de batteries, voilà. J'ai plus le nom en tête. Northvolt, voilà. C'est l'usine allemande, oui. Qui, elle, dit aussi qu'elle est au bord de vouloir délocaliser. Elle voulait effectivement le faire dans la région d'Hambourg et qu'elle va se dire finalement... c'est peut-être mieux aux États-Unis. Peut-être mieux aux États-Unis. Je pense que tu as vraiment les deux sujets qui sont à distinguer. Tu as la dimension énergie. Et là, effectivement, le sujet Safran, c'est plutôt un sujet énergie, puisque 40% de le coût, c'est de l'énergie. Tout à fait. Et là, tu as un sujet de court terme qui a que certaines entreprises, on parlait de Duralex qui a fermé ses chaînes de production, ne peuvent juste plus produire parce que elles perdent de l'argent si elles produisent. Oui, mais beaucoup de stock. Et donc ça, mais ça c'est alors potentiellement, mais là, oui, c'est de la gestion de stock pour Duralex. Tu as un effet de court terme qui est lié à un taux de l'énergie, et après tu as la question de l'énergie à long terme. Et là, c'est plutôt ça qui est important, parce que quand tu décides d'un investissement, la question n'est pas de savoir combien tu vas payer le gaz cet hiver, la question est de savoir quels sont les prix de l'énergie et les structures d'énergie. Et ça, c'est effectivement une question de plus long terme pour un Safran. Pour Northvolt, moi, la compréhension que j'avais eue, c'était que c'était effectivement beaucoup plus le paquet fiscal et budgétaire Biden. Et là, autant sur la partie énergie, je pense que l'Europe devrait pouvoir arriver à convaincre les industriels, en tout cas, il faut probablement qu'elle travaille un peu son discours, mais qu'il y a, avec des investissements dans l'énergie qui sont beaucoup moins soumises aux hydrocarbures, tout ce qui est renouvelable, tout ce qui est nucléaire, etc. Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais il faut absolument qu'elle arrive à fournir une perspective. C'est des décennies, Non, c'est pas des décennies, c'est l'horizon. C'est plusieurs années. L'horizon nucléaire, c'est des décennies. Sur le nucléaire, c'est des décennies. Sur le nucléaire, c'est des décennies. Sur le renouvelable, t'as d'autres. T'as solaire, photovoltaïque et batterie. C'est ça. Aujourd'hui, et d'ailleurs, même Jean Covici, ce qui est pas peu dire, admettait ça, c'est que dans l'échelle de temps à laquelle on est confronté, la solution, elle viendra beaucoup plus de la partie photovoltaïque, éolien et batterie. Et là, pour le coup, c'est un déploiement. Tu penses que tu peux convaincre des industriels de rétablir une situation concurrentielle avec les États-Unis? Moi, j'en doute beaucoup. Il y a un enjeu. Oui et non, parce que, encore une fois, on a parlé aussi du taux de change. Il faut aussi faire un net entre l'évolution du taux de change qui renchérit les coûts de production aux États-Unis parce que le dollar s'est renforcé et donc qui enlève une partie de la production. Donc ça veut dire que pour une industrie qui est très électro-intensive ou très énergie-intensive, effectivement, il y a un risque sur la partie européenne. Inversement, pour les industries qui ont une structure de coût avec une base d'énergie qui est moins élevée, la hausse du dollar est plutôt un facteur favorable à l'Europe. Donc ça dépend aussi de ta structure de coût. Donc comment tu vois le truc donc sur l'énergie, ça se neutralise. En revanche, le vrai sujet pour moi, c'est beaucoup plus le paquet Biden, parce que là, pour le coup, il y a un vrai, il y a des vraies subventions très considérables. Je vais laisser, mais je suis pas du tout d'accord sur l'énergie. Alors, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais on en parlera dans la semaine. Ça nous amènerait à la COP 27, mais le virage, si tu veux, pris par les démocrates sur l'énergie est quand même symbolique de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la sécurité énergétique. Bien sûr. Envoie balayer et balader l'ensemble des promesses qu'on a pu faire sur le développement des renouvelables, et ils ne sacrifieront pas de la même manière. C'est-à-dire que Biden et que les démocrates élus sur l'idée d'une transition énergétique profonde aux États-Unis et switcher totalement vers le pétrole, vers le gaz, demandant Biden, exigeant des pétroliers qui reprennent la fracturation, etc. Et tout. Ça se fait avec une telle ampleur. À court terme, bien sûr. Mais attends, mais regarde, mais ce qui est tout le développement du photovoltaïque en Californie, en Texas, etc. Mais la compétitivité que leur donne aujourd'hui le gaz, la fracturation Mais le photovoltaïque est moins cher que le gaz et le pétrole, Stéphane. C'est déjà depuis 2019, l'énergie la moins chère, c'est le photovoltaïque. Donc après, tu as besoin d'avoir un photovoltaïque surdimensionné pour répondre à ses besoins et avec des batteries. Mais aujourd'hui, tu as un élément de court terme qui est effectivement une pression sur l'énergie qui fait que tu as besoin de... En fait, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a coupé l'offre avant de couper la demande.
Donc ça veut dire mais j'ai compris pour ça que mais fondamentalement, les énergies renouvelables sont moins chères et te donnent beaucoup plus d'indépendance énergétique. Donc il faut vraiment séparer la pression que tu as à court terme, qui est liée à une tension sur les hydrocarbures, et la pression que tu as de moyen terme, où tu as effectivement toute une série d'énergies qui sont moins chères et qui te donnent de l'indépendance énergétique. Je pense que le sujet qui revient très très fort, c'est le sujet de la souveraineté. Et ce sujet-là ne sera malheureusement résolu qu'en repoussant toutes les échéances qu'on s'est données en Europe. C'est-à-dire qu'on voit déjà arriver les points d'étape 2026 par rapport à 2035, et on voit que de toute façon, pour des raisons de calendrier, on va repousser les échéances qu'on s'est données, parce qu'on est les seuls à s'être donné, et que, pour reprendre une expression célèbre, certains commencent à se rendre compte que l'Europe, c'est l'idiot du village global, et donc à un moment donné, ça ne va plus être possible. Et d'autre part, que pour des questions de souveraineté, aux États-Unis, on est en train de revenir sur un certain nombre de points liés aux énergies renouvelables, non pas pour des questions de coût, je suis totalement d'accord avec toi, mais pour des raisons de souveraineté. Parce qu'à un moment donné, aux États-Unis, comme ailleurs, vous avez besoin de lithium, vous avez besoin de mines qui ne sont aujourd'hui pas là. Alors qu'aujourd'hui, les puits pour sortir le pétrole, ils sont là. Il y a juste Ce sont des mobylettes. Tu démarres des mobylettes. Exactement. Et donc, par rapport à ça, il y aura un décalage qui va se faire dans le temps de toutes les échéances qui sont données, en disant, pendant de nombreuses années, on va avoir besoin des infrastructures en place, qu'on n'aura pas besoin de recréer, qui sont liées aux énergies fossiles, et que derrière, effectivement, on mettra en place une transition qui sera probablement une transition plus longue. Et ça, confronté à l'impératif de souveraineté et de sécurité, comme tu dis, de sécurité énergétique des populations, mais la sécurité énergétique des populations balaye effectivement tout sur son passage. Exactement. C'est-à-dire que quand vous menacez les gens... Confère les récentes déclarations de Thierry Breton sur l'électrification massive des flottes automobiles. Tiens, finalement, non, peut-être, clause de revoyure 2026, exactement. On va regarder. Ouais. Même chose pour les Allemands et la réouverture des centrales ou lignites. À un moment donné, face aux Allemands qui ne pourraient potentiellement pas chauffer, on rouvre les centrales ou lignites. Et les Verts ne disent rien. Ils ne disent rien là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on va emmener Annalena Baerbock, puis on va l'emmener quelque part en Saxe-Anhalt, et on va dire, voilà, vous avez expliqué qu'en fait, il faut faire le bien pour la planète, et il faut tout décarboner, on va couper le chauffage. Mais Wilfried, l'énergie souveraine par excellence, c'est l'énergie renouvelable et nucléaire, c'est l'énergie décarbonée. Sauf quand t'as pas mais non, mais ça veut dire que ça va accélérer. En fait, tu vas peut-être prendre du retard sur les points de passage, parce qu'effectivement, tu auras redémarré les capacités d'hydrocarbures, ça c'est sûr, enfin c'est même vraisemblable. Mais t'as pas les minerais. Mais t'as pas les minerais. Ah non, ne rentrons pas dans ce débat, parce que c'est la grande théorie, il est là-dessus, il est intarissable. Ça va se rouvrir, on va le voir d'ailleurs, Imerys, etc. et tout. Voilà. Une mine dans l'Allier de lithium, absolument. Ouais, on va voir comment ça se passe. T'es beaucoup plus souverain, mais beaucoup plus sur les énergies renouvelables que sur les hydrocarbures. Beaucoup plus, surtout en Europe. Clément, comment est-ce que tu vois cette inquiétude, parce que c'était ça au départ, cette inquiétude Pour revenir à ce que tu disais, puisque tu as commencé en parlant de Bruno Le Maire, je pense que ce qu'il a en tête, c'est quand même l'entorse des règles de l'OMC et le mécanisme d'ajustement aux frontières. Ouais, tout à fait. Possible, puisqu'on a quand même instauré, alors non pas une taxe environnementale aux frontières, mais c'était l'idée de Barbara Pompili à l'époque, d'instaurer un mécanisme d'ajustement qui soit donc compatible avec les règles de l'OMC, donc juste faire payer la différence en termes de normes environnementales. Là, ça pourrait être l'inverse, puisque finalement une subvention, de l'autre côté, pourrait se traduire par une taxe sur l'entrée du territoire européen. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant comme idée, parce qu'on sait très bien que les normes étaient déjà une belle porte d'entrée pour le protectionnisme déguisé. L'Union européenne avait déjà d'ailleurs sa part de responsabilité aussi là-dedans. Mais si les subventions sont quand même pas du tout autorisées dans les règles de l'OMC ou de manière extrêmement encadrée, on est sorti il y a quelques mois du conflit Airbus-Boeing qui avait duré quand même pas mal d'années grâce à l'administration Trump, qui en est sorti. À mon avis, Bruno Le Maire a non seulement totalement raison, mais effectivement, si les États-Unis s'amusent à faire de la subvention déguisée, qui favorise bien plus leur industrie que ce que ne peut faire la Commission européenne ou ce que fait la Commission européenne pour l'instant, oui, mécanisme d'ajustement aux frontières, et puis... Et comment crois-tu que ces mécanismes que les Allemands ont toujours refusé qu'on mette sérieusement en place contre la Chine, comment crois-tu qu'ils vont accepter qu'on les mette en place contre les États-Unis d'Amérique ? Ça c'est une bonne question. Dans le contexte géopolitique dans lequel on est aujourd'hui. Impossible. Ça paraît... Ils n'y rêvent même pas. Mais ça veut dire que la solution est plutôt sur un plan de subvention un peu similaire au niveau... Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on n'a pas de solution.
Ça veut dire qu'on réussit, ça veut dire qu'on va Oui, ça veut dire qu'il faut arroser. Ouais, voilà. On va arroser. On va arroser. Tu arroses d'un côté de l'Atlantique, tu vas arroser de l'autre. Ce qui nous ramène à la politique monétaire. Ouais. Tout nous ramène toujours à la politique. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir payer les dettes, mon cher Nicolas. Alors que les taux soient revenus à zéro d'ici un an, et voilà, ça sert beaucoup mieux. Non, Pas impossible. Parce que la Banque centrale est quand même Un an et demi. théoriquement indépendante, mais elle est quand même vraiment dominée par la politique budgétaire depuis quelques années. C'est Jean-Claude Trichet qui m'avait dit. Non, mais Jean-Claude Trichet m'avait dit un jour, quand même, au bout du bout, la Banque centrale européenne, son mandat ultime, c'est la défense de l'euro. Oui, C'est-à-dire, bien sûr. c'est son essence. C'est sa survie. Exactement, Bien c'est sûr. son essence. Ah bah, c'est clair. Donc, face au risque de fragmentation, Mais bien sûr. elle n'aura pas d'autre choix que d'agir à nouveau. Enfin, on Exactement. peut le penser. Elle peut pas laisser l'euro tomber. Non, voilà. Non. Bah non, parce que sinon elle meurt elle-même. C'est elle. Bon. Puis comme dit Wilfried, c'est les actionnaires, c'est sa politique budgétaire d'une certaine manière. Quand même. On en revient donc à l'intérêt des actionnaires à la fin. Scholz et la Chine, ça vous intéresse? Donc, bon, c'est vrai que c'était un peu le truc de la fin de la semaine dernière. Quand même, là encore un chiffre, parce que j'aime bien de temps en temps vous dire ce que j'apprends. Je ne savais pas. 40% des véhicules Volkswagen, donc le premier constructeur mondial, hein. Non, deuxième, ça doit être Toyota le premier aujourd'hui. 40% des véhicules Volkswagen vendus au premier trimestre 2022 l'ont été en Chine. Et plus de 40%. Et plus de 50% de la marge. Ça, oui. Et plus de 50% de la marge. C'est encore plus important. Ah, on comprend pourquoi ils sont réticents au mécanisme d'ajustement aux frontières avec vis-à-vis de la Chine. Mais évidemment, mon gars. Nous, on n'a pas Évidemment. grand-chose à faire à côté. Mais bien de sûr. Renault qui sont vendus en Chine. Nous, on ne fait plus rien. À chaque fois qu'on essaie, non, mais finalement, non. Non, mais quand même. Et alors, cette phrase de Scholz que j'aime bien, donc en allant en Chine, voilà, on lui reprochait, machin, il dit « on danse avec ceux que l'on trouve dans la salle de bal ». Oui, c'est pas très sympathique pour les Franchement, Chinois, cynique. mais voilà. Bah non, mais voilà, c'est... Non, mais C'est intéressant. c'est la vieille histoire effectivement diplomatique disant que si vous ne parlez qu'à des gens qui partagent vos valeurs, vous parlez à pas grand monde. Non, mais est-ce qu'ils font une erreur historique là? C'est-à-dire que, visiblement, ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucun ralentissement décelable dans les chiffres d'investissement allemands en Chine. Est-ce qu'ils sont en train d'investir dans un endroit dont il va falloir qu'ils partent Ils ont été tellement brillants. la queue basse Ils ont été tellement brillants dans leur politique russe qu'ils essaient de faire la même chose avec la politique chinoise. T'es d'accord? Il y a Voilà, un truc un ils peu... se disent comme on a de l'expérience, comme on a des Mais en même temps, ils expériences sont là-dessus, coincés, non? En fait, le véritable problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a toujours considéré que l'alpha et l'oméga de sa politique diplomatique, alors ils essaient d'en revenir à ça, c'était son bien-être économique et surtout sa puissance en termes de puissance commerçante. L'Allemagne... Mais là, ils vont le Ils ont une payer. vision assez mercantiliste, même Mais complètement. Oui, mais de là, la si tu richesse et du commerce. as une Exactement. vision mercantiliste, tu peux aussi avoir une vision intelligemment mercantiliste et te dire on va essayer de développer notre mercantilisme avec des pays dont on est à peu près sûr qu'on pourra continuer à discuter avec eux dans 10 ans. mercantilistes du commerce international, ils se retrouvent bien de ce point de vue-là quand même. Ah, les Chinois ont comme modèle les Allemands, en fait. C'est-à-dire que le principe chinois, c'est j'ai une monnaie que je renforce. Alors là, pour l'instant, ils ont un peu de problème, mais je veux une monnaie de plus en plus forte. Je veux une industrie qui soit exportatrice. Et à partir de ce moment-là, je développe progressivement mes services à l'intérieur du pays pour bâtir un socle qui soit puissant. Mais l'essentiel, je suis l'Allemagne de l'Asie. En Chine, c'est totalement ennemi. C'est pour ça que les deux se retrouvent très bien. Le problème de l'Allemagne, c'est que, en fait, compte tenu de son poids et compte tenu de sa dépendance, ils se mettent effectivement totalement dans la gueule du loup. Et le Chinois la Chine n'aura que ses intérêts à elle à défendre. On voit bien, d'ailleurs, ce qui est en train de se passer avec la Russie. C'est-à-dire que la Russie pensait avoir un allié indéfectible dans son combat contre l'Ukraine. Pas du tout. Ce que la Chine veut essentiellement, c'est quelqu'un qui lui donne des matières premières et surtout qui ne crée pas de problème plus que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pour l'Allemagne, ça va être la même chose. À partir du moment où les Allemands rentrent dans la ligne chinoise, tout ira bien. À partir du moment où ce ne sera pas le cas, on a vu ce qui s'est passé en Lituanie. En Lituanie, dès le moment où les Lituaniens ont commencé à reconnaître certains éléments de Taïwan, la Chine a coupé des accès, par exemple, à des lignes de... Et il n'y a eu aucune solidarité européenne. Aucune solidarité européenne. François-Xavier, comment est-ce que tu vois C'est clairement un facteur de risque. ce pacte faustien, quoi, hein, C'est voilà, un facteur hein. de risque pour l'Allemagne comme pour Volkswagen. Je veux dire, si quand tu as 40% de tes ventes qui sont dans un pays comme la Chine, avec les risques à la fois politiques, géopolitiques et économiques associés, puisque c'est quand même un pays qui semble souffrir un peu en termes de consommation et de demande,
c'est sûr que tu as plutôt envie de te dérisquer en essayant d'avoir un mix de vente qui... Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils le savent, ça, forcément, les gars. Mais ils sont coincés. Après, mais oui, absolument. Après, c'est Olaf Scholz. Hein, à un moment donné, quand tu as 40% de tes ventes chez un client, tu as envie de te dérisquer, mais en même temps, c'est 40% de tes ventes. Donc, comment tu fais? Et ça, mais il y a clairement un sujet de dépendance qu'ils ont intérêt à traiter, mais qui ne peut pas se traiter effectivement du jour au lendemain, ça c'est sûr. Sans compter que la diplomatie américaine sera peut-être pas toujours favorable à des échanges renforcés entre l'un de leurs principaux alliés en Europe, l'Allemagne, et le pire ennemi commercial qui est la Chine. Ça pourrait même s'arrêter assez vite. C'est ça, exactement. L'Allemagne, c'est quand même le partenaire essentiel en défense au niveau européen des États-Unis. Et qui entend bien le rester. Parce qu'en plus, là-dessus aussi... Ils achètent des F-35. Ils achètent des F-35 et ils laissent entendre l'idée qu'ils aimeraient bien un petit bouclier antimissile ou enfin un peu être traités à l'israélienne, quoi. Oui. Donc ils sont pas. Et c'est quand même. Non, mais tu vois, paradoxe. Tu sais, c'est toujours. Je suis pas d'ailleurs sûr qu'ils soient tous d'accord entre eux parce qu'ils sont quand même dans une coalition. Le voyage de Scholz, enfin, j'ai regardé ça un petit peu. C'était un gros débat en Allemagne. Ça, pour le coup, y compris au sein de la coalition. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ont une coalition, je dirais pas fragile, c'est peut-être pas le mot, mais ils ont une coalition qui repose quand même sur des individualités assez divergentes. Le problème, c'est qu'elle repose à la base à l'allemande, sur un contrat extrêmement détaillé. Alors tout le monde s'est félicité en disant c'est formidable le contrat de coalition. Sauf qu'une fois que d'un seul coup vous avez... Ouh là là, le paradigme qui change. Le paradigme change, le contexte change. Ah oui, mais le contrat, on en fait quoi? Sauf que dans le contrat... Mais tu sais, Wilfried, moi je pense quand même qu'on a commis à un moment, nous, Français, une erreur historique. Alors c'est une vieille lune, mais sur cette histoire de siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire, à un moment, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait la possibilité de faire ce siège commun franco-allemand. Alors tu dis non. Non. Si. Un siège commun franco-allemand. Enfin, en tout cas, il y avait la possibilité... Tu entends le général de Gaulle se retourner dans sa bien tombe. sûr, non mais c'est ça le truc, tu comprends? C'est ça, toujours ça a été ça. Toujours ça a été l'arme atomique, on ne peut pas partager la souveraineté sur l'arme atomique, on ne peut pas déléguer la souveraineté sur l'arme atomique, ça nous a bien arrangé. À aucun moment on s'est posé la question de savoir comment renforcer ce couple franco-allemand. Et je crois on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. Les Allemands se sentent un peu humiliés parfois. C'est compliqué, c'est compliqué. Un fauteuil pour deux, c'est compliqué quand même. Écoute, je l'ai déjà raconté, moi je faisais mon service militaire en Turquie, à l'ambassade de France, à une époque où on parlait de diplomatie franco-allemande, à tel point qu'il y avait la France-Allemagne, et il y avait un projet très précis, super solide, de fusion des ambassades. En Turquie, c'est évidemment les Allemands qui auraient eu la main. Enfin, en Afrique de l'Ouest, évidemment, c'était nous. Enfin, en fait, et on n'a jamais voulu aller au bout de cette histoire. Voilà. Non, mais au bout de cette histoire, c'est une union. Enfin, c'est le bout de l'histoire. Moi, si tu me dis, l'idée, c'est qu'on fait un pays avec deux, on fusionne la France et l'Allemagne. Effectivement, tu as une logique d'avoir un siège commun. Mais pour moi, c'est quasiment à ce niveau-là d'avancement politique qu'il faut y arriver pour avoir un truc qui fonctionne. Parce que si tu as deux États différents avec deux souverainetés différentes et tu as forcément des écarts de vision, et donc tu affaiblis très différents. Tu affaiblis ta position politique à partir du moment où tu as deux pieds qui sont. Géopolitiquement, ils ne le sont pas tant que ça. La souveraineté. Bon, il nous reste 30 secondes pour parler d'un tel débat. Vas-y, Clément. Mais quand tu disais il y a 10 ans, les Allemands se convertissent un tout petit peu au militaire. Mais enfin, il y a 10 ans, je ne suis pas sûr que si on avait eu à la fois un siège commun ou, disons, des opérations communes, qu'ils auraient accepté quand même l'interventionnisme de la France dans le monde, qui n'a rien à voir avec la culture allemande. Le soutien au Mali, etc. Mais oui, parce que justement, on arrête. Mais justement, parce qu'on a arrêté cette occasion historique. Et oui, maintenant, je pense que justement, toutes ces questions de souveraineté rendent le truc totalement impossible. Bon, on reparlera du private equity pour tous, François-Xavier, quand tu reviens, parce que ça m'intéresse beaucoup, début décembre. Là, oui, c'est des... Non, je vous le dis juste très vite, c'est vrai que c'est un Boursorama à son tour, mais il y a plein d'offres en ce moment qui permettent à des particuliers, sans faire des chèques considérables, de participer à l'aventure du private equity. J'aimerais bien savoir, comme c'est ton métier, savoir ce que tu en penses. Ça m'intéresse beaucoup. Avec grand plaisir. Eh ben, on se retrouve très bientôt. Et nous, on se retrouve demain pour de prochains débats sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.